Bon, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cet échange avec Gatien Le Tartre. Salut Gatien. Salut Charles. Donc voilà, je vais planter un petit peu le décor. Gatien a monté une boîte il y a quelques années qui s'appelle Train Me dans le domaine du coaching sportif. Gatien nous décrira un peu tout ça plus en détail. Une boîte qui avait été financée par la communauté Angel Square lors du tour de Seed et qui a eu des actus assez intéressantes ces derniers jours. Et voilà, en l'occurrence, Trainme a annoncé faire rentrer à son capital Decathlon, le groupe Decathlon. Donc, ça me paraissait vachement intéressant de faire témoigner Gatien sur comment ça s'est passé, comment concrètement un entrepreneur vit un rapprochement avec un grand groupe. Et voilà, donc l'idée, c'est que pendant une quarantaine de minutes, j'échange avec Gatien sur le sujet. Voilà, pour que nous, jeunes entrepreneurs, on découvre un peu les coulisses de ce qu'est une exit auprès d'un grand groupe. Donc voilà, salut Gatien, merci d'être là. Ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par présenter Train.me succinctement. Écoutez, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Trainme, je l'ai cofondé avec mon associé Anatole Sabi il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Notre idée était de faciliter la pratique sportive et le bien-être à travers les professionnels du sport qui sont coachs sportifs, professeurs de yoga, professeurs de pilates. Donc, concrètement, on a développé deux activités. On a deux activités principales. Une activité plutôt pour les particuliers, B2C. On va mettre à disposition via un site web et une application des coachs pour du coaching à domicile, en visio live ou en salle, quand vous le souhaitez ou vous le souhaitez. Et une autre solution qu'on a appelée Trainme Corporate, où on met à disposition ce réseau de professionnels pour les entreprises dans les stratégies, qualité de vie au travail, marque employeur, prévention santé, pour les collaborateurs dans les entreprises. Et alors, dès le début, le pitch de Train.me, c'était ça? Ouais, ça a évolué au fur et à mesure. Alors, le gros changement, ça a été au début, on était uniquement une boîte B2C. Et un des changements qu'on a décidé de faire au bout de 2 ans, suite à de nombreuses demandes d'entreprises, c'était de faire justement une offre pour les entreprises adaptées. Donc, ça a été le gros changement. Mais sinon, le fait de proposer des coachs sportifs à des personnes, ça, c'est toujours resté. Et même notre offre entreprise, à la fin, c'est des utilisateurs finaux qui font du sport grâce à des professionnels du sport. Donc, on n'a jamais changé notre vocation. Par contre, on a trouvé de nouveaux éléments de levier, de vente et de communication pour diffuser notre offre. Voilà. Ok. La boîte, vous l'avez montée quand avec Anatole exactement? En juin 2015, sur deux constats qui étaient assez macro à l'époque, donc un peu généralistes, c'était que on trouvait que la pratique sportive était très peu digitalisée. On aime bien dire, même si c'est un peu la tarte à la crème, que c'était plus facile de réserver un appartement à Lisbonne qu'un cours de sport proche de chez soi. C'était avant toutes les offres. Gym Libre commençait à arriver, mais il y avait très peu d'offres. On prenait son abonnement pour l'année dans le club entre septembre et octobre. Et si on arrivait le 15 octobre, on ne pouvait plus s'abonner et puis faire de sport pendant un an. Les salles de sport, c'était à l'époque que des abonnements de 12 mois. Voilà, on était vraiment sur quelque chose de peu digitalisé et peu flexible. Et nous, on apporte avec le coaching et notre connaissance du digital, une offre digitale et aussi une offre personnalisée qui apporte par essence le coaching. Et c'était déjà la folie autour du fitness, du running, tout ça, ou pas encore à ce moment-là? Alors, le running à l'époque, en 2015, était en pleine explosion, mais le fitness, pas du tout, ou très peu. Preuve en est l'explosion des salles de sport sur ces 5 dernières années, le fitness at home qui s'est vachement développé. Voilà, il y a beaucoup d'offres qui se sont créées. On voit récemment des offres de fitness, de wellness qui se sont beaucoup développées, Mirror, Peloton, etc., qui en 2015 étaient au tout début ou même n'existaient pas. Ouais. Ok. Et alors, donc au début, tu fais que du B2C. Donc ça dure combien de temps? Parce que peut-être, vous savez, je trouve ça intéressant de faire la chronologie globale de Train.me. Donc au début, tu fais du B2C. Tu fais une levée de seed en 2018, c'est ça? Ouais, 2017. 2017. Qu'est-ce qui se passe entre le début et la levée de seed? Est-ce que tu as fait du B2C entre les deux? Et est-ce que c'est ta levée de seed qui a fait que tu as évolué dans ton modèle? Raconte-nous un peu ça.
Non, effectivement, au tout début, on était entre 2015 et 2017, on était uniquement sur du B2C, donc avec des leviers d'acquisition digitaux, donc souvent onéreux et difficiles à arriver à une rentabilité rapidement. Et en fait, quand on fait notre seed en 2017, on a commencé à tester le B2B 4-5 mois avant et on lève un peu sur ce projet d'accélérer là-dessus. Et avec notre expertise du B2B, du B2C qui nous permettait d'avoir un réseau de coachs déjà important. Donc en fait, c'était un peu, on était au moment où on voulait évoluer l'offre, justement. Ok. Et alors, donc, raconte-nous un peu ta levée de seed, auprès de qui est-ce que déjà au moment où tu lèves des fonds, donc en 2017, c'est il n'y a pas si longtemps, est-ce que déjà à ce moment-là, tu étais en train de construire une stratégie d'exit ou pas, et auprès de qui tu as levé, et combien, dans quelles conditions, etc. Raconte-nous un peu ta levée de fonds. Alors déjà, pour répondre à ta première question, donc on faisait vraiment une levée pour accélérer notre croissance et devenir un acteur important sur le marché, mais pas du tout, en tout cas avec une vision d'exit ou que sais-je. C'était vraiment l'idée de développer quelque chose de plus costaud, de plus important, notamment en France. On avait même, dans les BP à 3-4 ans, pensé à l'étranger. Et l'idée était derrière plutôt une idée de faire une série A avec un VC. C'était plutôt ça qu'on avait vendu aux actionnaires. Après, quel type de business angel? On a eu la chance d'avoir différentes typologies d'investisseurs. Des personnes qui venaient plutôt du monde du B2B. Donc justement, c'était important pour nous, qui n'était pas du tout une boîte commerciale B2B, de faire rentrer des gens qui avaient l'habitude de gérer du B2B. On avait bien sûr des personnes du digital parce qu'on restait une boîte dans le digital. Et ce qui a été très important dans tous les actionnaires qui nous ont rejoints, une dizaine, c'est qu'on a créé un comité stratégique. Et pour nous, ça a été, avec le recul, sur le moment, pour être tout à fait honnête, on l'a fait parce que ça nous a été demandé, on ne va pas se mentir. Mais avec le recul, et donc 3 ans après, ça nous a énormément aidé. Et on a fait un comité stratégique avec un expert produit, un expert CTO, un expert B2B. Qui étaient tous des mecs qui ont participé à ta levée de fonds? Exactement. On a fait un comité stratégique. Alors, ça, c'est des très bonnes questions. C'était qu'avec des investisseurs. Et on voulait que ça soit des investisseurs qui aient quand même plus que de nous conseiller à s'être engagés dans la société, avoir mis de l'argent, parce que pour nous, ça permettait qu'ils soient un peu plus engagés et que ça soit plus une vision moyen terme que juste un tips comme ça en passant par là. Ok. Et donc toi, tu dis que c'est eux qui ont, c'est ces investisseurs qui ont insisté pour que tu mettes en place un comité stratégique, parce que toi, ça ne te serait pas venu à l'idée? Alors, pour être tout à fait honnête et en toute modestie, c'est que nous, c'était notre première boîte, un comité stratégique, on n'en avait jamais fait. Je sais même plus si j'ai eu l'idée ou si je m'étais dit, oh, ce serait mieux qu'on n'en ait pas. J'ai plus de souvenirs précis, mais je me souviens que ça m'avait été fortement conseillé. Que sur le principe, j'avais trouvé ça une bonne idée, mais c'est eux qui m'ont plus proposé l'idée que moi. Et au final, ça m'a poussé. Après, tous les comités stratégiques pendant les 3 ans n'ont pas été une partie de plaisir. Pour être tout à fait honnête, il y en a certains, la veille des comités stratégiques, je ne dormais pas forcément très bien parce que les résultats n'étaient pas bons, ou il y avait des mauvaises nouvelles, ou on devait vraiment passer un cap qui était très important. Mais avec le recul, c'est vraiment important et c'est pour ça que nous, dans l'investissement, par contre, on n'avait pas pensé au comité stratégique, mais on avait déjà eu des conseils, d'ailleurs notamment via Angel Square, d'avoir des gens, en plus de l'argent, qui peuvent apporter quelque chose. Sur tous nos investisseurs, tous n'avaient pas quelque chose à nous apporter en tant que tel, mais la grande majorité nous ont aidés, nous ont apporté au-delà que du cash. Et ça, c'est un peu bateau, encore une fois, mais avec le recul, ça a été hyper important. Parce que c'était notre première boîte, parce qu'on avait moins de 30 ans à l'époque, parce que voilà, il y a un moment où tout s'invente pas. Nous, c'est un truc qu'on répète à longueur de journée aux entrepreneurs, à quel point c'est important de faire rentrer des investisseurs qui t'aideront concrètement, quoi. Donc toi, tu corrobores tout ça, quoi. Carrément. Bon, cool. Ok, donc ensuite, tu as levé de fonds. Qu'est-ce que tu fais déjà, tu lèves combien? Je crois que tu ne me l'as pas dit. Sur cette levée, on a levé 350 000. Ok, donc levée de seed raisonnable, on va dire. Tu fais quoi en quoi cette levée a changé, a transformé ta boîte? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Comment tu t'es structuré?
Qu'est-ce qui s'est passé après cette levée? Globalement, on a structuré en recrutant des personnes en CDI sur nos 4 pôles principaux. Le pôle commercial, donc pour la partie B2B, forcément, on n'avait pas de commercial, c'était moi qui faisais le commercial. Le pôle marketing, pour avoir une structure de communication et des canaux de traffic management mieux maîtrisés. Une autre personne sur la partie produit IT et une personne sur la partie opération qui gérait la communauté coach. Et au fur et à mesure, ça c'est quelque chose qu'on a fait assez rapidement. Et avec le recul, je pense qu'on l'avait fait hyper rapidement, proportionnellement à notre avancement. On avait vraiment séparé la société en 4 pôles, même entre guillemets, quand les stagiaires arrivaient, ils avaient leur pôle. Il y avait même une fois, je crois, un stagiaire qui était responsable d'un pôle, tellement on était early. Mais on les a toujours, ces 4 pôles. Et donc maintenant, au fur et à mesure, il y a des managers, il y a des personnes en dessous, et à la fin, il y a des stagiaires ou des alternants. Mais on a vraiment structuré ces équipes-là, et c'est à ce moment-là où on l'a fait. Parce qu'on avait de nouvelles personnes et on s'organisait. Donc, et donc à ce moment-là, et après, on a un peu appuyé sur la communication pour tester à la fois sur la partie entreprise, aussi sur la partie B2C, ce qui nous a permis d'atteindre une sorte de petite notoriété, notamment côté coach, donc de ne plus avoir du tout de problème de supply et de pouvoir se concentrer sur l'offre, sur la demande. Ouais. Et déjà, à ce moment-là, donc là, on est en 2018, 2019, c'est-à-dire après ta levée de fonds. Là, le marché du sport avait déjà changé. Ouais, là, il était en pleine explosion. Beaucoup d'acteurs se sont sortis, entre guillemets, du bois. On a des Gym Libre, les classes pass qui arrivaient, des FizzUp, des choses comme ça. Enfin, voilà, des Freeletics. Beaucoup de choses bougeaient. Et preuve en est, et ça va être un peu le trait d'union entre la suite, c'est qu'on avait de plus en plus de partenaires industriels. Et ça, c'est vraiment un point clé chez nous qui a été tout au long de notre histoire, c'est qu'on a très vite travaillé avec des grands groupes, alors qu'on n'était pas énorme et qu'on avait beaucoup de sollicitations. Mais qu'est-ce que tu appelles travailler avec un partenaire industriel? Ça veut dire avoir un client corporate? Ouais, exactement. Mais des clients assez divers. On avait Santé Claire, qui est un réseau de santé. On avait donc Decathlon, on avait GoSport, on avait des salles de sport comme Fitness Park. Voilà, on a travaillé avec. Donc Decathlon, tu as appris tu les as connus en faisant en organisant des cours de sport chez eux. Exactement, en faisant des cours dans leur magasin et en faisant une collaboration technique, en mettant en avant nos coachs sur leur nouvelle plateforme d'activité. Donc, on a commencé à les connaître en faisant du business, pour être très clair. Ok. Et qui était du business, on n'a pas fait du business en se disant peut-être un jour ils investiront. On a fait du business parce qu'il y avait du business à faire. Ouais, d'accord. Ok. Et alors, donc, à quel moment tu commences à bosser avec Decathlon? Enfin, à quel moment Decathlon devient ton client? Ça, c'est courant 2018. Courant 2018, okay. Ils deviennent nos clients. Et tout au long de l'année 2018 et tout au long de l'année 2019, ça s'accélère. Ok. Et toi, tu avais déjà en tête à ce moment-là un top 5, top 6 clients. Ok. Et toi, quand tu organisais tes cours chez Decathlon, tu avais déjà une petite idée en tête ou pas du tout? Comment dire, j'avais forcément une idée en tête de dire à terme, ça peut être un exit intéressant dans 5-10 ans parce que Decathlon est leader du sport. Et donc, quand on allait pitcher auprès d'investisseurs, on le mettait et en disant tous ces partenaires peuvent un jour devenir un exit. Mais je n'avais pas d'idée précise derrière la tête. C'était plutôt, voilà, comme tout bon entrepreneur, j'avais des partenaires qui sont gros, qui sont leaders sur mon marché. Je me dis qu'un jour, je peux les intéresser pour aller plus loin. Voilà. Ok. Bon, et donc, alors concrètement, à quel moment tu te dis, OK, on va vendre la boîte ou essayer de la vendre? Est-ce que et puis surtout, est-ce que ça vient d'une volonté de ta part ou est-ce que c'est une opportunité qui se présente? Tu vois, moi, je trouve que c'est un sujet qu'on évoque très peu dans l'écosystème startup, c'est l'exit concrètement, quoi. Comment ça se fait? Et je trouve ça vachement nébuleux, en fait, pour plein d'entrepreneurs de comprendre concrètement comment se passe une exit. Donc, vas-y, raconte-nous un peu tout ça. Alors, l'histoire est assez simple. Elle est en trois temps. Le premier temps, c'est qu'on part en courant 2019 en recherche de fonds pour une série A. Donc, on rencontre des VC, on rencontre des family office, mais on rencontre aussi
des industriels qui pourront faire ou participer à la levée. Okay. Et donc, donc tout commence par un projet de levée de fonds, quoi. Exactement, c'est un projet de levée de fonds, vraiment. Le projet de levée de fonds, on veut lever 1,5 million. On va voir donc les VC, les business angels, family office et les industriels. À ce moment-là, tu faisais quel genre de volume? Tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on ait une idée de la taille de l'activité TradeMe? On faisait environ 2 millions, 2 millions de volume d'affaires à peu près à l'époque. Okay. Et annualisé un peu combien plus. Ça faisait combien de cours de sport par mois, ça, à peu près? Ça fait 2500 cours de sport par mois. Ok, donc ça commence à être quand même assez… Là, on commence à avoir une vraie traction, on communauté. commence à être important, reconnu dans nos métiers. On a fait nos preuves auprès des partenaires industriels que nos prestations fonctionnent. Donc voilà, il y a des vraies choses à faire et on est sollicité. Okay. Donc la levée d'1,5 million sur les chiffres se défend. Okay. Et il y a un vrai et puis il y a un marché qui est en pleine explosion, le marché à la fois du sport, fitness et du coaching, des choses où les gens, nous quand on parlait du coaching en 2015, les gens ricanaient un peu. Là maintenant en 2019, 2020, tout le monde considère le coaching important dans tous les fois à l'étranger. Donc une levée de fonds ce sujet-là et attention, c'est une levée de fonds plus pour uniquement c'est vraiment du capital développement. Donc ça, c'est aussi important à dire. Okay. Et donc voilà, et il s'avère qu'un des industriels avec qui on discute, quand on parle de levée de fonds, nous propose une prise de participation majoritaire. C'était pas Decathlon à ce moment-là? Non. Okay. Et donc là, forcément, il y a une réflexion, comme tu disais, presque au-delà de l'aspect financier, une réflexion humaine et philosophique presque, stratégique, mais aussi philosophique, avec mon associé pour savoir est-ce qu'on se dit que c'est la bonne stratégie à la fois pour TradeMe, à la fois pour nous, etc. Et pour des raisons à la fois, on sent que le marché des VC est peut-être pas encore hyper prêt sur notre marché, alors que les industriels ont envie vraiment, sont les plus intéressés. On se dit, c'est peut-être le meilleur moyen d'aller vite et fort pour nos offres, à la fois en France et à l'étranger. Donc, on se dit, OK pour avancer sur ce sujet. Et donc, juin 2019, on reçoit une lettre d'intention de ce groupe en question. Et voilà, il y a un process qui se met en place. Et en parallèle, tu continuais d'essayer de faire une levée de fonds, tu jouais sur les deux tableaux? Ouais, exactement. On avait les deux tableaux. On continuait à les lever de fonds. Après, l'erreur qu'on a faite à ce moment-là, c'est qu'en juin 2019, quand on a eu les LOI, on a l'impression que tout était fini et qu'on allait le faire. Preuve en est ce que je vais raconter à la suite, ce n'était pas le cas. Mais jusqu'à juin 2019, on jouait sur les deux tableaux. Et alors, juste quand tu as ces deux tableaux-là, en termes de valo, donc sans donner de chiffres exacts, mais en termes de valo, elles se valaient, elles étaient proches, les valos de la levée de fonds et celles de l'exit, ou c'était différent? Non, assez proche. Donc, c'est ça qui était assez intéressant pour nous, c'est qu'on comparait des choses comparables et elles étaient vraiment proches. Ok, donc, attends, juste autre question. Quand tu as une LOI, donc une LOI, pour rappel, c'est en gros un document d'engagement, une lettre d'intention d'investissement que te fait un investisseur qui veut investir ou racheter une boîte. À partir du moment où tu as ta LOI de rachat, en fait, ou de prise de capital majoritaire, puisqu'en fait, un rachat, ce n'est pas forcément 100% du capital, ça peut être plus de la moitié. Enfin, voilà. Comment ça se passe en interne? Tu en parles à tes équipes, tu le planques, tu arrivais encore à te concentrer? C'est une très bonne question. La première, c'est que déjà, la chance qu'on aura, et quand je raconterai la suite, c'est qu'on sait toujours rester concentré et focalisé sur le business, qui est un conseil que tout le monde donne, mais qu'il faut quand même réaliser. Et après, oui, il y a un vrai sujet, c'est que légalement, il faut prévenir les collaborateurs Ah ouais? Il y a un truc légal qui dit ça? Ouais, il y a un article légal depuis 2015, loi Hamon. Et en fait, c'est pour qu'ils renoncent au fait de se positionner pour la prise de participation majoritaire. Donc, c'est vraiment ça veut dire qu'en fait, les collaborateurs doivent dire non, je ne propose pas une meilleure offre. Bon,
Bah, écoute, je ne savais pas. C'est réel. Enfin, voilà. Et donc, en fait, tu es obligé légalement. Voilà, donc, nous, on l'a fait, tu vois, fin juillet, parce que voilà, il y a un délai, je ne sais plus quel exactement. Et donc, là, avant de présenter ce papier, forcément, ce papier qui ne veut rien dire, on doit présenter le projet et engager les équipes sur le projet, sachant que rien n'est encore signé. Donc, et donc, en fait, c'est ça. Donc, on est obligé d'en parler. Donc, en gros, on n'en parle que à nos collaborateurs. Voilà. Mais on n'en parle pas à nos partenaires. Voilà, on en parle vraiment. Ça reste un truc interne à Trainme. Mais interne, c'est-à-dire tous Et les CDI, les actionnaires, bien sûr. Quand même. tous les employés et les actionnaires. Ouais, parce que les actionnaires, on leur a présenté le projet, parce qu'à un moment, eux, par contre, bien entendu. Ouais, bien sûr. Ouais. Et voilà. Et donc, les stagiaires sont conviés aussi dans ces cas-là? Non, les stagiaires, non, ils sont pas. Non, je ne sais plus si. Alors, je ne saurais plus te dire si en juillet on les avait prévenus, mais en tout cas, eux sont pas obligés de signer un document. Et donc voilà. Et donc, le process traîne pour différents sujets, mais comme souvent dans les process que j'ai appris avec le recul. On ne sait toujours pas comment. Ça, c'est le côté un peu drôle de l'histoire. Decathlon a vendu l'histoire et veut se positionner. Et vu que ça traînait avec les autres et que ça traînait vraiment de leur côté, de leur fait, on dit, et on était hors zone d'exclusivité, on dit à Decathlon, vous pouvez rentrer dans le projet. Et donc, ils rentrent et avancent aussi, eux, de leur côté, et avec les autres, ça continue à avancer. Quand tu dis on était hors exclusivité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu avais une période d'exclusivité? Exactement, il y avait une période d'exclusivité, mais ils avaient tellement traîné que ça avait passé, quoi. Et in fine, tu as su pourquoi ils avaient trop traîné et qu'ils n'avaient pas fait le truc? Ouais. Oui, la raison, c'est qu'un de leurs actionnaires avait un droit de veto et faisait tout pour l'utiliser. C'était vraiment leur. Ce qui, d'ailleurs, au moment où ils nous ont dit finalement on n'y va pas, nous a rassuré aussi, c'est que ce n'était pas de notre fait. C'était complètement fait de l'organisation et un actionnaire qui n'avait pas la même vision que le reste des actionnaires de chez eux. Okay. Donc ça, c'était quand même rassurant de dire qu'ils n'avaient pas trouvé un loup chez nous. Donc, Decathlon, on ne trouvera sûrement pas. Oui, parce que ça veut dire qu'entre-temps, cet acheteur potentiel avait décortiqué la boîte. On avait procédé complètement à tous les audits. On avait fini les audits. Les rapports d'audit ont été rendus, etc. Donc, ça avait été long. C'est énergivore. Et puis, à un moment, au-delà c'était un industriel pas du tout du même type que Decathlon. Le projet de la boîte, à un moment, il faut le raconter aussi. Donc, nous, il y avait un moment vis-à-vis de nos collaborateurs, il fallait garder un peu de l'animation. Et on parle de 3, 4, 5, 6 mois. 6 mois à l'échelle d'une startup, c'est énorme. Donc, nous, vraiment, le mot d'ordre, c'était se focaliser sur nos métiers, ce qu'on savait faire. On avait encore du cash, donc on pouvait le faire et avancer, quoi. Mais parce que du coup, tu n'avais pas. C'est vrai que ça peut vraiment foutre le bordel en interne. Tu n'avais pas tous tes collaborateurs qui venaient te voir tous les matins pour te dire alors, c'en est où? Et puis. Alors, pas tous les matins, mais on faisait des points réguliers pour leur dire. Et puis, forcément, il y avait des soupçons. Est-ce qu'ils nous disent toute la vérité? Enfin, voilà. Donc, on a essayé d'être le plus clair possible. Et voilà. Non, il y a eu des moments où, effectivement, on sentait une sorte de défiance. Enfin, de défiance toute relative. Mais oui, c'est compliqué. Okay. Et surtout, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire? Et pour nous, en tant que fondateur, l'idée, c'est aussi de raconter une histoire, une vision et pas juste traiter les tâches au quotidien. Donc, voilà. Mais je me fais peut-être que je vois le mal partout, mais est-ce que tu ne penses pas que quand un acteur se désiste au dernier moment après les due deals, peut-être qu'il avait, il avait un peu des mauvaises intentions, il voulait décortiquer ta boîte pour avoir un max d'infos ou alors te lancer un concurrent en te déstabilisant d'une certaine manière, tu vois, c'est complètement absurde de penser ça ou c'est possible, tu penses? Alors, en l'occurrence, je pense que ça doit exister. Nous, ce n'était pas du tout le cas. J'en suis sûr à 99%, voilà, pour plein de raisons. Mais oui, non. Alors, moi, j'ai entendu des histoires, d'ailleurs, une histoire assez récente sur effectivement. Ou alors, certains font exprès pour pas que tu partes avec l'autre concurrent qui pourrait aussi s'intéresser. Donc, oui, j'ai des histoires qui arrivent. Mais nous, ce n'était pas le cas du tout. Ok, très bien. Bon, et donc, à partir du moment où Decathlon rentre dans la danse, donc en fait, c'est un peu la même chose. Tu recommences tes process d'audit ou tu réutilises les audits précédents? Non, parce qu'ils ont chacun leur cabinet d'audit, chacun leur process. Ils n'auditent pas forcément les mêmes choses. Alors, forcément, entre guillemets, à zéro. Alors, ce qui est l'avantage, c'est que la data room était prête. Mais ouais, on s'est fait auditer. Bon, après, ça, c'est tout à fait normal.
Et donc, alors concrètement, un audit d'exit, c'est quoi? Ils checkent les contrats de travail, ton bail dans tes bureaux. tu as 4 audits principaux. Tu as l'audit financier, l'audit juridique, l'audit IT et l'audit RH, globalement. Ok. Voilà. Et écoute, non, les audits, c'est pas un moment agréable, mais ça se fait et ça s'est bien passé. Ça dure en tout entre 2, 3 semaines et 6 semaines. Ok, ça roule. En termes de. Donc, ok, à ce moment-là, donc toi tu te dis, ok, Decathlon, donc c'est une jolie marque. Tu choisis Decathlon ou c'est une opportunité, ça aurait été Decathlon comme ça aurait pu être un autre si Non, avaient payé le juste prix. alors déjà, malgré que on avait d'autres propositions sur la table, notamment de VC, etc. Donc on a fait un vrai choix et le projet Decathlon pour nous était un super projet pour Trainme. Il y a beaucoup de synergies de mise en place dans leurs magasins, de tests produits, de mise en avant de leurs produits, et puis un gros potentiel de accompagnement en développement à l'étranger. Et il y a eu aussi, ça peut paraître bête, mais un fit humain avec les différents interlocuteurs. Que ce soit les interlocuteurs métiers qu'on a dû convaincre, parce qu'eux, ils ont dit plein de types de métiers dans la production, dans la distribution, dans la pratique sportive, et un fit aussi avec les personnes qui gèrent chez eux les investissements. Et vraiment, le projet humain, et en plus, on avait un élément de comparaison, nous a vraiment plu et on s'engageait et on se projetait dans le projet. Vraiment, c'était hyper important. Et nous, encore une fois, l'histoire pour Trainme doit continuer et continue. Donc, eux aussi avaient envie qu'on se projette dans moi et mon associé, mais aussi les équipes. Donc ça, c'était hyper important pour eux. Ça a été assez clé dans leur décision de le faire ou pas. Ok. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que donc ton associé et toi, vous restez actionnaire de Trainme, vous avez vendu une partie de vos parts ou une grosse partie de vos parts, je sais pas comment dire, enfin une bonne partie de vos parts. Une petite partie. Une petite partie de vos parts. Donc en gros, vous restez largement incentivé au développement de Trainme au sein du groupe Decathlon, c'est ça? Oui, désolé, ça a coupé, j'ai pas entendu la dernière question. Non, je disais qu'en gros, il vous reste suffisamment de capital pour être bien incentivé au développement de Trainme au sein de Decathlon. Ah bah complètement. Nous, au-delà du projet qui nous plaît, on est complètement incentivé et complètement engagé en termes actionnarial dans le projet. Donc nous, l'histoire est d'autant plus importante. Ce que je dis souvent, c'est que c'est une belle première étape pour Trainme, mais la deuxième étape est bien plus importante et c'est les 4, 5, 10 prochaines années qui vont les révéler. Ok. Parce que donc ça aussi, c'est pas toujours évident à imaginer quand tu es entrepreneur. Donc là, ça veut dire que tu vas te retrouver, tu vas avoir un patron chez Decathlon ou tu vas rester le boss de Trainme. Comment ça va se passer niveau on reste autonomie complètement personnelle? maître chez nous. Donc moi, je reste, pour être très concret, président et mon associé directeur général. Le seul changement, c'est que le fameux comité stratégique, qui est plus constitué de nos actionnaires minoritaires, qui eux sont tous sortis, précision importante, et qui est constitué de 2 personnes. Donc que des gens de Decathlon. De gens de Decathlon. En fait, maintenant, il y a 3 actionnaires, Decathlon, Anatole et moi. Ok. Et donc, du coup, les gens de chez Decathlon qui sont à ton comité stratégique, ils ont ils peuvent mettre leur veto sur une orientation stratégique que tu voudrais prendre ou ils sont objectivement, ils peuvent bloquer. Enfin, c'est eux qui choisissent la stratégie ou c'est encore toi qui peux le faire? La stratégie choses qu'il faut que j'indique, que je dois demander pour notamment des emprunts, des choses financières, mais globalement, et c'est vraiment la stratégie accompagnée grâce à des synergies possibles. Ok. Et donc, toi, en tant que. Enfin, juste, tu as précisé, tu as dit que tous tes minoritaires étaient sortis. Ils ont été obligés de le faire ou c'était un choix de leur part et puis surtout, est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce que c'était une belle opération pour eux? Alors, pour répondre à ta première question sur l'obligation, c'était dans la logique
de ce qu'on voulait faire, c'était complètement logique que les minoritaires sortent et pour simplifier aussi les prochaines étapes. Donc ça, oui. Deuxièmement, oui, j'étais content pour 2 raisons. Un, il y a un aspect, on va dire, social et croyance au projet de l'histoire qu'on allait raconter avec Decathlon, où ils étaient très contents, voire très fiers. Ouais, en gros, quand tu es business angel et que ta boîte se fait reprendre en majorité par Decathlon, tu as un peu fini ta mission, quoi. Exactement, exactement. Donc ça, il y avait un sentiment de travail accompli, en tout cas. Hein. Et puis en plus, financièrement, c'était intéressant. Donc voilà, donc vraiment, on satisfaisait la mission du business angel sociale et financière. D'accord. Bon, et alors donc toi, maintenant que tu fais partie du groupe Decathlon, déjà juste concrètement, donc c'est-à-dire que Train Me va être visible partout chez Decathlon, tu auras des stands, tu vas être sur leur site web, comment Train Me va être présenté par Decathlon? Alors concrètement, on va être comme, je ne sais pas si vous connaissez, mais Domios, qui est leur marque de fitness. Donc Ouais. la marque, eux, ils ont plein de marques dans différents sports. Et Domios, par exemple, est la marque dédiée au fitness. Nous, TrainMe, on sera la marque dédiée au coaching. Ça veut dire que tout ce qui est coach chez Decathlon, ce sera TrainMe. Et après, encore plus concrètement, oui, là, on a un projet à partir de la semaine prochaine dans tous les Decathlon Paris-Île-de-France. On sera présent à travers des kakémonos, sur leurs réseaux sociaux et à travers des newsletters. Donc voilà, on fait plein de projets comme ça. On va être aussi dans le post-achat. Par exemple, vous achetez encore une fois la marque Domios chez eux en mail transactionnel, en post-achat. On peut vous proposer des cours de fitness de TrainMe. Donc vraiment, il y a toute cette visibilité. On va travailler aussi avec eux sur la partie test des produits, sur la partie, ils ont une solution pour les entreprises aussi. Eux, ils proposent que des produits. Nous, on apporte la couche servicielle. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire et on lance les projets au fur et à mesure. Peut-être que tout ne marchera pas, mais en tout cas, pour nous, c'est une opportunité énorme et pour eux, ça leur permet vraiment de mettre un pied dans la pratique sportive, notamment à travers le coaching. Ok. Et donc, alors toi, à titre perso, tu es content d'intégrer un grand groupe qu'est-ce qui prédomine? Tu es content d'intégrer un grand groupe et ça te fait de la nouveauté ou alors tu es t'es un peu triste d'une certaine manière d'avoir perdu ton autonomie et ta liberté entrepreneuriale? Non, alors déjà pour moi, comme je disais, la première étape est faite. Passons à la deuxième étape. Et la deuxième étape va, entre guillemets, pour moi, changer ma façon de travailler et ça m'ouvre de nouvelles opportunités. Je vais vraiment, entre guillemets, vraiment là, je vais parler personnellement, progresser. Je me rends compte, là, ça fait 2 mois et demi qu'on commence à travailler ensemble, que j'ai des interlocuteurs, que je dois gérer avec des nouveaux interlocuteurs, des nouvelles façons de travailler. Et ça m'apprend beaucoup de choses, en fait, en tant qu'entrepreneur, sur la façon de travailler avec des boîtes aussi importantes. Et donc, ça fait évoluer ma société, mais ça fait évoluer aussi, moi, mes compétences professionnelles. Et donc, pour moi, c'est une diversification de mes activités, tout en gardant ce côté petite entreprise, gestion de mes équipes, management que j'aime bien. Mais ça nous donne une possibilité, et même à mes collaborateurs, d'avoir accès à des choses sur lesquelles on n'aurait jamais eu accès, même en levant 10 millions. Et ça, c'est vraiment une vraie différence qu'on voit. Alors, il y a des choses qui vont peut-être pas fonctionner, mais on a accès à quelque chose qui est quasiment impalpable quand on est une startup, que là, on nous donne. Que ça soit d'un point de vue professionnel, compétences et de potentiel business. Et ça fait une vraie différence. Je pense que ça, c'est le gros avantage qu'on peut avoir. Et si ça se réalise bien et que les équilibres entre la petite entreprise qui est TrainMe et Decathlon se fassent bien, ça peut créer vraiment pour les deux entreprises quelque chose d'énorme. D'accord. Et alors concrètement, là, tu vas pouvoir, en termes de budget, comment ça se passe? Parce que Decathlon a racheté les parts, enfin les actions TrainMe des minoritaires et un peu des vôtres, les tiennes et celles d'Anatole. Ils ont injecté aussi de l'argent dans la société qui va te permettre de développer? Alors, dans le projet là actuel, non, parce qu'on n'avait pas besoin à date on voulait d'abord travailler sur les synergies que d'investissement. Ouais. Par contre, typiquement, si pour l'étranger, il y aura un investissement parce que là, en l'occurrence, on était sur le marché français, donc il y a un potentiel d'investissement qu'on veut faire. Et surtout, non, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a notre propre compte de résultats. Donc, tu sais, le budget et machin. Non, on a notre compte de résultats qu'on doit gérer en tant que entre guillemets bon père de famille. Et on a eu là le premier comité stratégique qui était jeudi. Et vraiment, l'idée, on s'est mis d'accord là-dessus, c'est surtout Decathlon ne doit pas être notre seul client, mais ça doit être un facilitateur et un catalyseur de notre business. Et sinon, il y a un trop gros risque qu'on soit phagocyté
par nos amis de Decathlon. Donc non, vraiment, c'est hyper important de dire qu'on reste une société avec ses avantages d'être agile et une startup. C'est des équilibres. On n'a pas un budget illimité, mais par contre, profiter du catalyseur. Et je pense que c'est ce qui va permettre de nous rendre forts et pas d'éviter de se faire phagocyter ou de rentrer dans des process de grands groupes qui nous tueront notre plus-value. D'accord. Et alors maintenant, c'est rentabilité obligatoire ou alors c'est un peu comme quand tu es start-upper, tu as le droit de perdre du pognon tant que tu acquiers des nouveaux clients? Non, l'idée toujours, c'est d'atteindre la rentabilité, d'être mesuré dans notre croissance et dans notre capacité de croissance. Par contre, cela ne nous empêche pas d'accélérer, d'être rentable en France, mais par exemple d'accélérer sur l'étranger. Voilà, très concrètement, on peut séparer un peu les deux. On a cette force et cette chance-là d'être à un groupe, c'est qu'on pourrait accélérer. Mais par contre, on doit tout mesurer. Et il faut savoir, Decathlon, ça reste des commerçants, des distributeurs, et un sou est un sou. Et ce qui est très bien, ce qui est un peu dans notre philosophie chez Trainme depuis le début. Donc on est vraiment évalué sur nos compétences de bons gestionnaires, mon associé et moi, au-delà du fait qu'on est des start-upers. Ok. Écoute, vachement intéressant. Bon, avec le recul, tu aurais fait quoi de différent pendant les 3 années précédant le rachat par Decathlon pour je sais pas, maximiser la valo de Trainme? Tu aurais fait des choses différemment? C'est compliqué comme question parce que il y aurait plein de choses que j'aurais fait différentes, mais des petites choses. On n'a pas un énorme, on se dit pas ça on aurait dû faire autrement, qui est obvious. Il y a plein de petites choses. Je vais dire des choses assez bateaux, mais on se rend compte que le recrutement est des bonnes personnes, de recruter des gens meilleurs que soi, c'est hyper important dans les domaines où on est un peu moins fort. Et aussi, je pense, il y avait quelque chose qu'on aurait pu mieux faire, c'est encore plus structurer notre identité et représenter ce qu'est vraiment Trainme et le mettre encore plus en valeur. C'est-à-dire que concrètement, c'est Decathlon qui nous a un peu fait dire que notre force, c'était ce réseau de coachs qu'on met à disposition de différentes typologies de clients grâce à nos outils, etc. Et c'est vrai que ça, on avait du mal à le palper. Et en résumé, je pense que ce qui est hyper important, c'est de définir c'est quoi sa plus-value et c'est qu'est-ce qui fait que Trainme ou n'importe quelle autre boîte est meilleur que l'autre. Et ça, c'est même encore à date, on travaille dessus. Hein, c'est assez compliqué. Et au final, ça permet d'éviter, quand on le sait bien et qu'on est sûr de soi, d'aller dans la bonne direction et pas s'éparpiller. Donc, je pense qu'on aurait pu éviter de s'éparpiller un peu plus sur différents sujets. Parce que tu penses que qu'est-ce que Decathlon a le plus valorisé dans Trainme? C'est justement l'équipe, le réseau de coach, la tech, l'image de marque? C'est l'équipe et le réseau de coach et la façon de process qu'on a mis à disposition des coachs et de nos clients. Mais pas énormément. Enfin, la plateforme technique était importante, mais on ne s'est pas faire acheter sur le principe d'avoir l'outil digital le plus performant. D'accord. Oui, alors si tu devais donner des petits conseils pour les entrepreneurs qui aimeraient peut-être un jour vendre leur boîte à une plus grosse boîte, tu leur dirais quoi? Alors, est-ce qu'il faut y penser depuis le début ou c'est non. justement la meilleure manière d'aller dans le mur? Non, je pense qu'il ne faut pas y penser depuis le début. Il faut déjà faire son business et réaliser, exécuter avant d'y penser. Donc ça, c'est le plus important. C'est pareil pour les levées de fonds. C'est bien beau de dire je veux lever, mais avant, il faut exécuter et y avoir un projet derrière. Après, quand l'occasion se présente, parce qu'on est déjà assez mature, ce qui est hyper important, c'est de réfléchir avec son ou ses associés sur l'envie qu'on a et d'être d'accord sur la vision de ce que ça va être. Donc, savoir que lever des fonds avec un VC ou se rapprocher d'un industriel, c'est différent. Et d'assumer les côtés positifs et les côtés négatifs. Et troisièmement, qui est plus la pratico-pratique, se faire accompagner. Là, nous, sur cette partie-là, on se fait accompagner par un banquier d'affaires. C'est hyper important, notamment parce que souvent, les personnes qui se rapprochent de vous, les industriels, c'est vos clients, parce que c'est rare qu'ils viennent comme ça par hasard. Et donc, faut garder bonne relation pour ne pas les perdre si jamais ça ne se fait pas, parce que ça ne peut pas se faire. Et avoir cette relation d'accompagnement et d'expérience du banquier d'affaires et aussi ce côté bad cop, good cop. Lui, en gros, va rentrer un peu plus dans l'art et dans les négociations, alors que vous gardez une entente cordiale qui est bien si vous ne faites pas le deal parce que vous restez client et si vous le faites, vous avez gardé une bonne relation avec la personne et ça se passe bien pour l'après. Donc ça, c'est hyper important. C'est ces 3 choses-là qu'il faut retenir, je pense, en tout cas avec ma petite expérience. Bon, top.
Ok, Gatien. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Ça fait déjà 45 minutes qu'on discute. Écoute, c'était vachement intéressant. J'espère que ça a éclairé nos auditeurs sur ce que c'est qu'une exit concrètement d'une petite boîte par une grosse boîte. Cette vidéo sera donc accessible dès demain ou peut-être dès cet après-midi sur nos réseaux sociaux d'Angel Square. Merci beaucoup, Gatien. Encore bravo pour le développement de TrainMe. J'espère que ça va bien se passer avec Decathlon. En tout cas, j'ai hâte d'aller voir dans le Decathlon à côté de chez moi le stand TrainMe. Et voilà. Merci, Gatien. Merci, À merci bientôt. à toi, à bientôt et merci à tous pour votre temps. Au revoir. Salut.